Alors on est l'équipe de Teenage Kicks qui avons réalisé cette étude, hein. Donc, Laura Athéa et Mathias Oran. Donc moi je suis coordinateur de l'association Teenage Kicks qui existe maintenant depuis près de 25 ans. Et Laura, je vais te présenter. Et donc je suis urbaniste spécialisée dans les projets d'art dans l'espace public. Et a participé à l'étude avec nous grandement Aude Leceau, qui est sociologue, spécialisée aussi dans la professionnalisation des artistes autour du graffiti. Donc on était une équipe pluridisciplinaire, 3 regards différents, un regard d'expert autour de l'art urbain avec Mathias qui a en plus on va dire un regard de l'intérieur. De l'intérieur. On n'est jamais expert. C'est ça. De l'intérieur avec cette double casquette, le fait que tu sois à la fois artiste et coordinateur d'une structure qui est maintenant quand même ancrée et âgée puisqu'elle a plus de 20 ans et qui est aussi une structure dynamique puisque vous travaillez avec de nombreux artistes sur le territoire breton et à l'international. Teenage Kicks organise principalement un festival d'art urbain qui a lieu une fois par an à Rennes et une fois par an à Saint-Malo. Voilà. Donc tous les 2 ans. 2 biennales. Donc bref. C'est ça. 2 biennales, c'est une bonne manière de le dire. Donc l'idée, c'est à la fois de populariser l'art urbain, mais également de donner des terrains d'expression qui soient aussi dans des lieux comme le musée des Beaux-Arts, où ici l'exposition de Zloty Camien prend aussi place dans le cadre de cette biennale. Et la clos d'ailleurs pour cette année. On va présenter peut-être le contexte de l'étude. Vous l'avez déjà présenté, hein. Et on va essayer de pas perdre de temps parce que en fait aujourd'hui, donc vous avez vu le programme de la journée. Donc on commence par cette présentation de l'étude. Ensuite, on aura une table ronde avec des invités qui viennent de tout le territoire breton, qui vont permettre aussi d'éclairer les résultats de cette étude, que vous pourrez télécharger sur le site de Teenage Kicks ou de la fédération ensuite. On a quelques exemplaires ici pour ceux qui souhaitent en avoir. Peut-être quand même pour présenter cette étude, donc déjà remercier la DRAC qui nous a fait confiance pour la réaliser, mais également remercier des personnes qui nous ont accompagnés, notamment des spécialistes, pour porter un regard aussi sur cette étude, et notamment Anne Puache, ici présente, qui va animer les tables rondes, Julie Valin également pour son regard autour de la gouvernance des graffitis, Nicolas Xelet, Cécile Clotour qui est ici également pour la Fédération des Arts Urbains. Également, on peut remercier Marie Gianetti et Yvan Lebras pour leurs multiples relectures de l'étude. Donc une étude qui a débuté en mars 2022. Ça fait déjà plus d'1 an et demi. On a réalisé un certain nombre d'entretiens, lu un certain nombre d'ouvrages également. Et on s'est entouré des bonnes personnes pour pouvoir répondre à nos interrogations. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'à la fois pour la DRAC et pour toutes les institutions culturelles et institutions publiques, c'est une manière d'outiller pour avoir des leviers, des préconisations autour de l'art urbain, qui est un sujet complexe puisque c'est vraiment un sujet aussi qui prend des origines dans un milieu plutôt illégal et donc avec une volonté de pas forcément être institutionnalisé. Mais c'est aussi une manière pour l'art urbain de se structurer et de réussir à répertorier un nombre d'artistes et de structures qui œuvrent sur le territoire et d'actions qui sont menées. Pour contextualiser l'étude, on est parti quand même d'une définition de l'art urbain qui a été proposée par la fédération de l'art urbain. Et donc cette définition, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet à la fois de montrer que ce n'est pas un mouvement esthétique l'art urbain, mais bien une pratique, et que c'est dans cette pratique que finalement nous on a essayé de cibler notre étude, les artistes qu'on a identifiés sur le territoire breton, donc qui vivent en Bretagne. C'est comme ça qu'on a pris la question de l'art urbain en Bretagne, et notamment je vais vous lire la définition qui apparaît derrière moi. Depuis les années 60, l'art urbain regroupe les propositions artistiques protéiformes dans l'espace public. Aux origines illégales, subversives et éphémères, il s'agit en général d'œuvres ou de productions plastiques prenant en compte la création, le contexte de création, de manière à le questionner,
l'explorer, le marquer, le dégrader, le détourner ou le sublimer. L'art urbain comprend plusieurs mouvements et familles comme le graffiti, le néomuralisme, le street art. L'art urbain continue aujourd'hui de se renouveler dans ses formes et ses contextes. Donc c'est une définition qui est assez large et on vous invite dans l'étude notamment à regarder les schémas de Nico Naxolet et de Mathieu Tremblin, qui ont fait un travail justement sur les esthétiques et toutes les formes qu'on peut retrouver autour de l'art urbain, mais aussi qui sont des formes périphériques, hein, puisque l'art urbain c'est pas un monolithe, c'est quelque chose d'évolutif, mais qui prend quand même des racines dans l'espace public de toute façon. Donc cette définition, elle nous a permis aussi de bien cadrer l'étude et de savoir de quoi on parlait. On a exclu dans cette définition du coup les commandes publiques par exemple de 1%, c'était pas notre sujet du tout, hein. Et puis tout ce qui concernait, tout ce qu'on pouvait considérer comme les donc tout ce qui va être aussi les arts de la rue et les arts vivants, qui donc par essence sont aussi en dehors des arts visuels. Nous on s'est vraiment concentré sur les arts visuels et plus particulièrement la peinture, deux types de peinture, l'aérosol et l'acrylique, comme vous avez peut-être l'habitude de le voir sur les murs des villes, mais aussi les pochoirs et les collages. En revanche, en fait, on a exclu la sculpture et les installations, et c'est en ça que en fait beaucoup d'œuvres de 1% sont exclues. Moins parce que ce sont des œuvres de 1%, parce qu'au final ça nous a intéressés, mais davantage parce que ce sont des œuvres qui finalement vont prendre place par des artistes qui sont urbains dans un second temps. Ouais. L'art urbain tel que on a décidé de le prendre en compte, c'est un art urbain qui est notamment réalisé par des artistes qui d'abord ont une pratique en espace public. Et l'atelier, en fait, est ensuite un lieu où il va pouvoir y avoir un exercice de la pratique. Mais le premier atelier, c'est la rue, on va dire. Comme ça, les choses sont plus claires. Donc, on a fait une étude quantitative. On a réalisé un questionnaire qu'on a envoyé à 69 artistes, qu'on a repéré grâce à nos connaissances aussi du milieu, et puis par rebond avec les connaissances des connaissances. Et puis en faisant un repérage sur toute la France, et appuyé aussi sur des ouvrages qui ont été réalisés sur le street art en Bretagne, par exemple. Et ça nous a permis d'avoir un certain panel. On n'a pas touché tous les artistes qui peut-être se considèrent comme traitant de l'art urbain. On a exclu aussi quelque part parce que l'art urbain c'est une vision plus large. Là, on a pris le prisme de la professionnalisation et pas juste le prisme de la pratique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de graffeurs en Bretagne. C'est une terre qui a toujours été depuis l'arrivée du graffiti en France très riche. Ceci dit, chaque graffeur n'a pas forcément l'intention de se professionnaliser. Nous, on a choisi d'aller chercher des artistes qui cherchent à se professionnaliser ou qui ont déjà une pratique professionnelle. Du coup, on a sélectionné 69 artistes qu'on a découverts, mais ensuite on a découvert d'autres, hein, il y en a bien plus. On peut dire qu'il y a probablement 2 fois plus d'artistes que ce panel. On leur a envoyé donc un questionnaire. 45 artistes ont répondu à l'enquête. Ça fait environ 65% de réponses sur le questionnaire. Ça nous permet d'avoir quand même une inflexion et des tendances générales sur la population qui a été étudiée. Donc on va parler un petit peu des résultats. Sur l'âge médian, c'est à peu près le même que l'âge des artistes plasticiens en France, hein, si on se réfère au rapport Racine, par exemple, qui est l'âge médian est de 47 ans. Bon, 45 ans, on n'est pas dans une population qui est particulièrement plus jeune, même si il y a beaucoup d'idées reçues sur sur la jeunesse des pratiquants de l'art urbain, pas du tout. Hein, mais et oui, nous aussi, on est vieux. Mais bon, c'est la professionnalisation qui veut ça. Du coup, alors on s'est posé la question de un petit peu quelle est la spécificité
des artistes d'art urbain en Bretagne, s'il y en a une, hein, ou parce que est-ce qu'il y a vraiment une spécificité bretonne, ou est-ce qu'il y a plutôt une spécificité vis-à-vis des artistes plasticiens plus généralement? Et je crois que c'est là où on a trouvé des sujets quand même qui étaient assez intéressants. On les a interrogés sur leur économie, leur niveau d'études, leur activité professionnelle, la mobilité aussi qu'ils peuvent avoir et leurs relations aux institutions. Alors la première question qu'on a posée, êtes-vous un homme, une femme? Donc ça nous a permis de nous intéresser à la question du genre. De manière binaire, pardon. De manière très binaire, tout à fait. Oui, non, ils avaient le choix, hein, mais bon, on a eu que ces deux réponses-là. Mon micro ne marche plus? Un petit peu? Pas du tout? Ok. Ah voilà. Merci Dan. On a comparé nos chiffres, donc on a une minorité de femmes artistes, hein, on s'y attendait un petit peu, 12% sur le panel qu'on a recensé. On a comparé cette étude à l'étude qui a été faite par HF en Bretagne, la place des femmes dans l'art contemporain et le spectacle vivant en Bretagne en 2021. Alors des fois, comparaison n'est pas toujours raison, hein, mais on s'est dit que comme on s'intéressait, nous, aux artistes professionnels, on a peut-être choisi de comparer avec le chiffre des artistes qui exposent en Bretagne, qui en 2021 était de 35% de femmes exposées en Bretagne. C'est quand même plus du double, hein. Alors du coup, ça pose un tas de questions. Bon, on se donne des explications qui sont pas des explications scientifiques qu'on a étudiées sur le fond, mais ça pose la question quand même de la place de la femme dans l'espace public, puisqu'il s'agit d'une pratique qui a lieu justement dans l'espace public, et on sait que cette question-là se pose pas uniquement dans le cadre de l'art urbain. On peut quand même préciser que parmi les artistes interrogés, celle qui avait la plus grande reconnaissance internationale, c'était une femme. Et puis le milieu du graffiti est un milieu plutôt masculin jusqu'ici. Alors on préconise et si on n'a pas fait une étude uniquement sur ce cas-là, hein, donc je vais pas y passer 2 heures, mais on préconise nous d'avoir une attention croissante à la représentation des femmes dans les programmations, dans les jurys, dans les appels d'offres, pour favoriser l'identification des plus jeunes qui pourraient s'autoriser justement à avoir ce type de pratique. Pour ça, on peut notamment citer ce qui s'est passé dans le cadre de Teenage Kicks, puisqu'il y a eu Lady Pink, qui est l'une des pionnières de l'art urbain, une New-Yorkaise qui est venue nous rendre visite pour réaliser un graphe déjà, et également présenter un film dans lequel elle joue, et parler aussi de la manière dont, en fait, pour elle, ce qui est important aussi, c'est de parler de sa pratique pour réussir à inspirer des gens et donner confiance aux femmes qui auraient envie de pratiquer dans l'espace public, et pour dire, on peut se faire une place, on peut réussir aussi à constituer des crews de femmes qui permettent aussi de peindre dans l'espace public. Et tu m'en avais parlé également, Mathias, de crews de femmes connues qui, depuis des années, œuvraient pour, en commun, justement, pour réussir à imposer leur corps aussi de manière en plus grande sécurité. Ouais, tout à fait. On s'est intéressé aussi au niveau d'études. Excusez-moi, je vais passer du coq à l'âne, mais il y a énormément de sujets qu'on va pas tous traiter d'ailleurs, hein. On va regarder les sujets les plus marquants, hein. Donc, dans les questionnaires qu'on a pu poser, on s'est rendu compte que 30% des artistes d'art urbain ont un niveau bac ou plus, et surtout au niveau des études supérieures, 18% du panel qu'on a interrogé avait bac plus 5 et plus. On a comparé un peu ce chiffre à l'étude d'art contemporain en Bretagne. Et donc dans cette étude-là, on est rendu à un chiffre de 69%, hein, c'est ce qui fait une grosse différence entre deux niveaux d'études. Alors il faut savoir que les artistes plasticiens en Bretagne sont aussi pour beaucoup des gens qui sortent des écoles, beaux-arts, fac d'art plastique. Donc ils ont forcément un niveau d'études qui est quand même assez élevé. Ceci dit, ce qui explique un petit peu aussi ce chiffre, c'est que plus de la moitié du panel qu'on a interrogé se considère comme étant autodidacte.
Et c'est d'autant plus vrai que beaucoup viennent du graffiti. Et que la pratique du graffiti ne demande pas avoir fait forcément les beaux-arts pendant 5 années. Hein. On peut faire du graffiti comme moi sans avoir eu son bac. Et avoir quand même une carrière artistique. Mais ce qui explique aussi, et ce dont tu avais parlé Lady Pink, c'est que outre le genre, il y a aussi la question, en effet, de la manière dont on peut s'exprimer, prendre la parole, et ça crée potentiellement en fait des difficultés pour un certain nombre d'artistes de se retrouver dans l'institution et de se retrouver soutenu, parce qu'il va y avoir une difficulté de poser des mots aussi sur son art. Ça va être un art qui va être aussi plus spontané, et Lady Pink justement soulignait le fait qu'elle avait réussi non pas simplement parce que elle était douée, mais également parce qu'elle venait d'un milieu socioculturel favorisé, avec une éducation culturelle particulièrement importante. Et pour nous, en termes de préconisation, c'était important de se rendre compte d'un besoin d'accompagnement de certains artistes pour pouvoir vraiment porter leur art, outre le fait que eux n'avaient pas forcément des compétences et des qualifications pour réussir à monter des dossiers et également présenter ce qu'ils réalisaient. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une demande qu'on a retrouvée dans l'étude, c'est que 70% du panel déclarent être intéressés par une formation dans le cadre de leur activité professionnelle. C'est-à-dire que la formation qu'on n'a pas pu avoir pendant les études, on peut la retrouver peut-être dans un autre cadre ensuite, et c'est des choses peut-être sur lesquelles il faudra travailler. Moi, cette dimension autodidacte, ça me fait penser à des jurys auxquels j'ai participé, par exemple, sur des appels d'offres qui ont pu avoir lieu, où il y avait énormément de dossiers qui étaient déposés par des artistes d'art urbain, parce que cet appel d'offres était sur une peinture murale, jusqu'à 70-80 dossiers déposés. Et c'est vrai quand on voyait des dossiers qui étaient rendus par des artistes qui pourtant ont une renommée internationale, il y avait quand même une certaine, je vais pas dire faiblesse, mais les dossiers étaient quand même moins solides, parce que il n'y a pas forcément justement l'écrit qui va derrière, qui demande une certaine formation. Et donc je pense que c'est là où parfois il faut qu'on y aille, ou qu'on n'y aille pas du tout, parce que après tout, comment dire, la peinture dans l'espace public, elle permet aussi de passer sans le prisme de cette médiation. Les œuvres, elles sont perçues par le public directement. Et c'était assez drôle, parce que j'ai un copain qui me disait l'art contemporain, c'est pour moi l'art du cartel. Et dans l'espace public, il n'y a pas de cartel. Donc on le reçoit directement, l'œuvre, et puis on n'a pas l'explication qui va avec, sauf si c'est proposé. Bref, on va rester sur la professionnalisation quand même, pour pas trop On peut peut-être citer quand même quelques artistes qui aussi se sont fait, non pas par justement un processus plus institutionnel de réponse à appel d'offres, mais en fait à l'origine plutôt par leur pratique. Et par la popularité de leur travail. Par exemple, à Renoir, c'est un artiste qui sans passer par le prisme de l'école ou de la formation professionnelle, est reconnu et expose sur Paris, ou N2 à Brest, qui est parti du graffiti, qui est devenu populaire avec son graffiti, qui en exposant en galerie, les gens ont acheté ses œuvres parce qu'ils les reconnaissaient dans la rue, et ça leur parlait, et qui ensuite vont avoir une carrière plus nationale. Il y a une hétérogénéité dans la manière de gagner sa vie chez les artistes d'art urbain. On va faire des généralités, mais il y a des généralités, et il y a plein de façons un peu différentes de voir, mais 61% des artistes interrogés déclarent avoir commencé par le graffiti. Donc on l'a dit tout à l'heure, ça explique un petit peu certaines choses. C'est comme il s'agit d'une pratique illégale, et il y a beaucoup de do-it-yourself là-dedans, mais ils ont construit leur propre système économique finalement, parce qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir comment on va vivre de ce qu'on fait, quoi. Il y a un certain nombre qui refusent de dépendre des dispositifs de subvention, ou qui ne cherchent pas du tout, et qui sont pas du tout pour l'institutionnalisation de leur pratique, qu'ils considèrent comme une pratique libre avant tout. En général, très peu ont bénéficié de dispositifs d'aide à la création qui sont proposés soit par la DRAC, soit par les collectivités territoriales ou les municipalités.
puisque sur notre panel, seulement 4 ont bénéficié d'aide individuelle à la création et 9 de mise à disposition d'ateliers. Ils répondent aussi rarement aux appels à projets, aux commandes publiques. 78% disaient ne pas avoir, jamais répondre ou rarement en tout cas à ces appels d'offres, parce qu'ils se sentent pas forcément concernés ou parce que les dossiers ou les démarches leur paraissent complexes. Faut se dire aussi que pour certains qui vont avoir démarré une carrière professionnelle entre guillemets, parce que ça vous tombe dessus. Sans le vouloir finalement, puisqu'on a une pratique artistique et puis tout à coup il y a une demande qui afflue auquel on répond et on se dit pourquoi est-ce que je vais me faire chier à remplir des dossiers alors que de toute façon les gens m'appellent, il suffit que j'ai un site Instagram ou j'ai un site ou un compte Instagram et puis les gens me contactent directement quoi. Donc pour beaucoup il y a ça et puis il y a d'autres qui vont essayer d'avoir une pratique plus, on va dire, plus ancrés dans les commandes et qui vont justement répondre à ces appels d'offres qui se multiplient d'ailleurs, mais qui demandent justement des compétences qui sont différentes, celles de pouvoir monter un dossier, un budget, avoir toute une ingénierie. Mais je suis en train de m'égarer. Non, mais ce qu'on peut souligner aussi, c'est le fait que certains artistes qui ont une formation d'art contemporain ou une formation universitaire, comme Mathieu Tremblin ou Guillaume Pelé, sont aussi un peu des passeurs, des personnes qui permettent également de venir présenter des œuvres qui sont peut-être plus proches de l'art contemporain, alors que eux, ils sont aussi issus de l'art urbain. Et en fait, ces ponts sont intéressants aussi pour parler d'art urbain autrement, et également, notamment, ce qu'on peut se dire, c'est que ça permet de montrer qu'on peut avoir des pratiques qui sont pas forcément uniquement de l'art urbain illégal, vandal, subversif, et uniquement des pratiques qui sont institutionnalisées. On peut avoir deux types de pratiques, deux noms aussi, et également réussir à continuer à avoir une légitimité au sein de la communauté et une légitimité au sein de l'institution. Mais il y a quand même une séparation qui est faite pour le cas de Mathieu Tremblin ou de Guillaume Pelé, où leur travail qui va être présenté en centre d'art, par exemple, va être très très différent du travail qu'ils peuvent effectuer dans la rue, quoi, qui va être vraiment utiliser le langage et l'esthétique qu'on peut retrouver dans les centres d'art. Et donc, ce que tu disais, en effet, c'est qu'on a plusieurs catégories et plusieurs manières, catégories d'artistes et manières de gagner sa vie, qui peut être parfois aussi totalement éloignées des circuits traditionnels de l'art, puisqu'on va avoir beaucoup d'artistes, de par aussi leur autodidactie, qui ne vont pas se reconnaître en tant qu'artistes et vont davantage souhaiter gagner leur vie par plutôt des pratiques comme le tatouage, des pratiques aussi de commandes privées. Ouais, il y a beaucoup de pratiques de commandes privées. C'est une des premières sources de revenus. Alors quand on dit commandes privées, c'est souvent des commandes, enfin pour parler plus clairement, des commandes d'entreprises. Je vais donner un exemple. Un promoteur immobilier va avoir une palissade et va faire appel à une association de graffeurs pour décorer cette palissade en se disant qu'il n'y aura plus de graffiti puisqu'il va mettre du graffiti joli et que c'est quand même une source de revenus assez importante pour ces associations-là finalement. Alors il y a ça, mais ça peut être aussi des restaurants, ça peut être des bars, ça peut être des entreprises quelconques qui ont envie de faire une décoration dans leurs locaux, quoi. Et la majorité des revenus viennent de ça. Ça peut peut-être expliquer aussi, alors on a des chiffres qui sont intéressants sur les revenus justement de ces artistes, qui paraissent beaucoup plus importants que ceux des artistes plasticiens dans l'étude d'ACB. Donc on a un peu cherché à comprendre pourquoi on avait ces chiffres qui différaient, et ça peut s'expliquer par aussi une certaine forme d'artisanat, comme on a pu le qualifier, un peu à la manière des photographes chez les plasticiens, où en fait on a à la fois un art qui va être un art plus personnel, singulier, une pratique personnelle, et à côté un art qui va être plus commandité et qui va aussi être une plus grande et fiable source de revenus. Et les deux peuvent permettre à des artistes de vivre à la fois de l'un et de l'autre, ou certains artistes vont uniquement se focaliser sur ce travail commercial de commande, et c'est là où ils ont du mal aussi à se qualifier en tant qu'artiste, quoi. Comme un graphiste, par exemple, qui a une formation artistique, mais qui finalement, avec son travail de commande, va pas pouvoir réaliser
un travail personnel introspectif, mais qui va être tout le temps dans la réponse à la commande. Voilà, je veux tel code couleur, je voudrais telle chose, tel graphisme, tel style de. Bon, on est après loin de la création artistique telle qu'on l'entend, quoi. Pour citer quelques chiffres, donc 67% des artistes interrogés vivent uniquement de sa pratique artistique, ce qui est supérieur à 20 points à l'étude d'ACB, mais évidemment on s'est intéressé particulièrement aux artistes professionnels, qui se disent professionnels. 55% des interrogés étaient satisfaits de leur équilibre économique. C'est pas énorme, mais c'est quand même important comme chiffre. Et enfin, alors seuls 32% gagnent des revenus supérieurs à 20 000 euros. Donc en fait, c'est pas beaucoup. Et il y a aussi une satisfaction qui est liée peut-être aussi à une vie artiste, enfin à une vie d'artiste, quoi, quelque part. Oui, peut-être, ouais. Mais 20 000 euros par an, c'est pas grand-chose. Quand on paye ses cotisations et qu'on a son matériel, on est en dessous du SMIC. Pour terminer cette espèce de peinture des artistes en Bretagne, on peut parler de la mobilité et notamment le fait que un chiffre intéressant, c'était de voir que plus de la moitié des artistes interrogés vivent en Ille-et-Vilaine. Donc Rennes centralise et polarise beaucoup les artistes, mais et également probablement une certaine forme de biais qui est lié à notre étude, qui fait que Teenage Kicks est rennais, et qu'on a aussi procédé par identification des artistes qu'on connaissait, et après au fur et à mesure par bouche à oreille, une fois qu'on s'est intéressé aux artistes vannetais, on est allé à Vannes demander quel artiste était identifié dans la région, mais on va dire que si l'étude avait été menée par une structure d'ailleurs, on aurait eu d'autres peut-être chiffres. Non, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont originaires, par exemple, de Lorient, de Brest, de Saint-Brieuc, qui ont déménagé pour aller travailler ailleurs, soit en région parisienne, soit à Nantes. Et il y a eu pas mal de mouvements comme ça d'artistes qui, à un moment donné, trouvent leurs limites aussi dans leur ville et vont chercher vers des villes plus dynamiques, on va dire artistiquement, pour pouvoir vivre de leur passion. C'est le cas aussi à Saint-Brieuc. Enfin, on touche des fois les limites et parfois on trouve son économie sur le territoire et ça fonctionne très bien. On peut rester sur sa petite ville et comme on a une certaine renommée, les boulots arrivent à soi justement parce que ils savent à qui faire appel, quoi. Et c'est aussi intéressant de voir qu'on a des nouveaux artistes et plutôt de grande renommée qui sont venus s'installer en Bretagne. On a Ise qui est arrivé récemment. Donc il y a aussi quand même un tropisme de cette région. Ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes d'art urbain ont cette particularité, peut-être comme d'autres artistes, mais c'est fort dans ce milieu-là, de beaucoup se déplacer. Et donc on a la moitié qui dit travailler dans toute la France. Il y a que 11% qui dit travailler essentiellement en Bretagne. Et 66% du panel a au moins une fois travaillé à l'étranger. Donc on est quand même sur une grande mobilité de ces artistes. Donc cela pour passer sur la partie de la diffusion. Et en fait, ce qui est intéressant sur cette question-là, c'est que pour réussir à ancrer les artistes sur le territoire, mais également à attirer peut-être des artistes sur le territoire, il y a cette question de la diffusion de l'art urbain, avec un besoin crucial qui a été révélé tout au long de l'étude, d'avoir des lieux de diffusion, que ce soit des musées, que ce soit des lieux plus... Donc, au départ, il y avait très peu de lieux de diffusion. C'est les artistes eux-mêmes qui ont créé les conditions de leur diffusion, en créant des événements, en créant des associations, en créant des expositions, des jams au départ, les jams graffiti dans les années 90 et 2000, des expositions, des festivals qui vont durer un temps donné ou pendant quelques années. Et du coup, on a fait une carte et on a essayé de recenser un petit peu les associations qui existaient sur le territoire. Alors, elles y sont probablement pas toutes. Il y en a d'autres qui se sont créées entre-temps. Il y a même des festivals qui se sont créés entre-temps. Et on a décidé aussi de mettre des événements qui ont existé, mais qui n'existent plus, mais qui ont été marquants. Par exemple, à Brest, c'était le cas de Crime of Mind, par exemple, qui a eu lieu et qui s'est terminé, qui a été un projet un peu one shot, mais
mais qui a marqué quand même le paysage brestois. J'en profite pour saluer le travail d'Ariane Bienvenue, qui a réalisé l'infographie, la cartographie, la mise en page de l'étude. Et d'ailleurs, donc une cartographie qui a eu sa complexité, qu'on a à la fois des structures qui sont également des festivals, qui sont également des lieux. Donc en fait, on a quelque part une superposition de ces acteurs de la diffusion, et c'est bien lié au fait que ce sont en effet les artistes qui ont finalement décidé de se structurer pour pouvoir diffuser leur propre art et pouvoir finalement ne pas dépendre d'une institution qui parfois ne les comprenait pas, et parfois aussi avec un refus mutuel finalement de se rencontrer. Pour citer quelques chiffres, on a quand même 28 structures sur les 29 qui sont des associations. Une seule qui n'est pas une association et qui a un statut particulier parce que c'est la Villa Grégam, qui est une structure publique avec une salariée, Titaï Nguyen, et qui finalement a cet intérêt de venir de l'art urbain et de gérer un lieu. Donc c'est un lieu éphémère, un tiers-lieu, qui accueille beaucoup de résidences artistiques. Ouais, mais peut-être FKV pourra nous en parler plus tard. Il y a 19 structures qui sont dirigées par des artistes sur ces 29 structures. C'est ce qui explique un petit peu justement ce dont on disait tout de suite, c'est-à-dire que les artistes ont créé eux-mêmes les moyens de leur propre diffusion. L'activité principale de ces associations, c'est donc souvent l'organisation d'événements, les actions culturelles beaucoup aussi, et la vente de prestations artistiques pour un certain nombre d'entre elles aussi, puisqu'il s'agit souvent d'artistes qui se sont regroupés ensemble pour créer des associations. Au départ, parce qu'ils avaient des demandes extérieures qui pouvaient venir soit de la municipalité, soit d'entreprises privées, et que le mode associatif a été le premier mode qui a été choisi ou qui était accessible. Mais j'ai croisé des associations qui se questionnent sur ce mode associatif et qui se disent non, est-ce qu'on va pas se monter en SAS pour continuer à bosser, ce qui pose encore la question d'être artiste, dont on parlait tout à l'heure, ou pas, ou d'être auto-entrepreneur, ou d'être... L'économie de ces structures, donc c'est une économie quand même qui est, comme dans tout le secteur associatif, fragile, avec qui fonctionne beaucoup avec les bénévoles et à la passion, comme beaucoup de métiers artistiques. Pour avoir un critère de structuration sur ces 29 structures, il y a seulement 4 structures qui ont des salariés. Et parmi ces 4 structures, il y en a une qui traite uniquement de l'art urbain, les autres traitent des arts visuels, mais d'une façon plus généraliste, en incluant les arts urbains dans leur pratique. Les acteurs comme les artistes font parfois le choix de ne pas dépendre des subs et vivent souvent de prestations artistiques et de commandes, comme on l'a expliqué avant. On se rend compte aussi qu'il y a une forte dynamique, mais aussi une difficulté à mobiliser sur des temps longs. D'avoir un événement qui va durer 10 ans, les premières années, évidemment, avec la passion, tout fonctionne bien. Et puis ensuite, on commence à se dire, oui, il faut payer les gens. Ça a un coût, il faut aller chercher l'argent. Et au bout de 10 ans, si on n'arrive pas à payer tous les gens, il y a évidemment une espèce de fatigue qui s'installe. C'est valable pas uniquement pour les arts urbains, pour toute la vie culturelle. Il y a beaucoup d'actions de médiation aussi historiquement dans le milieu du graffiti. Il y avait nous on a commencé par exemple par les ateliers graphes. La première chose qu'on m'a demandé quand j'ai commencé à faire du graffiti, c'est est-ce que tu peux apprendre aux gamins alors des fois c'est la PJJ d'ailleurs qui dit ça, à venir faire du graffiti. Ah bon, vraiment? Ok, bon. Et puis on a vu qu'on pouvait se payer nos bombes avec ça, on s'est monté en association, et puis voilà, et puis c'est comme ça que la structuration s'est faite pour beaucoup de ces structures qu'on a retrouvées en Bretagne, mais je pense que c'est partout en France un peu pareil, quoi. Et en fait, toute cette sollicitation autour de l'action culturelle, qui est un enjeu qui est très récurrent chez toutes les associations et les structures d'art urbain, il y a à la fois une vraie opportunité, notamment économique, mais également un problème parce que c'est extrêmement chronophage. Et il y a un manque en fait de personnel qui permet de porter ces actions culturelles, ou sinon ça se fait au détriment de l'action principale comme l'événement, le festival qui va être organisé par la structure.
Et là, en fait, on s'est aussi rendu compte finalement d'un vrai levier qui est de se dire que la structuration par des personnes au sein des associations qui sont vraiment salariées, donc des postes qui peuvent être financés, permettrait véritablement de porter en fait ces actions de médiation. Mais également, on s'est rendu compte d'un réel besoin qui est un besoin d'intermédiaire. Ces associations jouent vraiment un rôle d'intermédiaire entre les institutions publiques, mais aussi les institutions culturelles, muséales, qui, pour la programmation de leur exposition autour de l'art urbain, ont souvent besoin d'un commissariat qui est d'une connaissance, d'une compétence en termes d'art urbain qu'ils n'ont pas forcément, de par leur formation, parce qu'en fait, l'art urbain n'est pas dispensé, très peu dispensé au sein des formations sur l'histoire de l'art ou au musée des Beaux-Arts, donc ça reste un vrai nœud et aussi un vrai levier, mais également parce que il y a une connaissance en fait de l'art urbain qui se fait qui va très très vite. Finalement, il y a aussi un vrai. Il y a une évolution, hein. C'est-à-dire que les institutions sont assez vite tournées quand même vers les associations locales pour quand elles souhaitaient traiter de l'art urbain, justement, d'essayer de trouver des connaissances qu'elles n'avaient pas. Donc les structures justement associatives locales deviennent véritablement les programmatrices des expositions qui ont pu avoir au musée des Beaux-Arts de Vannes, par exemple. Ça a été l'Art prend la rue, qui a permis de faire la programmation de l'exposition. Au musée des Beaux-Arts de Rennes, ça a été Teenage Kicks également, qui a permis de faire cette programmation. Donc il y a à la fin ce rôle des structures associatives est particulièrement important pour réussir à porter l'art urbain de manière forte, mais également, et je pense que là pour le coup c'est la même chose, notamment pour les arts visuels, pour Electronica également, mais ce besoin des structures, enfin des artistes d'être soutenus par des structures qui connaissent bien l'environnement juridique, l'environnement des projets, le pouvoir répondre à des appels à projets. Ce besoin en fait d'accompagnement est extrêmement fort. Alors notamment parce qu'on l'a dit, il y a un manque peut-être de formation chez les artistes d'art urbain particulièrement, mais c'est vrai en général, je pense. Oui, puis il y a, chez les structures qui vont organiser des festivals, par exemple, au bout de quelques années, il y a quand même une forme de professionnalisation qui commence à se créer. Il y a les œuvres d'art urbain, enfin la programmation d'art urbain dans l'espace public, ça demande quand même une certaine ingénierie qui est pas innée, quoi. Hein. Les locations de nacelles, les règles de sécurité, les relations avec les services publics pour avoir les autorisations de voirie, etc. Donc finalement, ces associations commencent à obtenir des compétences qui vont leur permettre aussi parfois de faire le tampon entre l'artiste et un autre intermédiaire et de servir de soutien artistique en fait pour permettre aux artistes de se programmer, faire des choses qu'ils auraient fait peut-être un peu à l'arrache par ailleurs, mais et c'est une tendance d'ailleurs qui est un petit peu générale sur toute la France, hein, de cette création d'intermédiaires qui deviennent pour certains même des boîtes privées avec avec une idée de rentabilité derrière. Hein. Donc il y a quand même une forte concurrence qui est en train de se créer là sur ce domaine-là, notamment par le prisme du muralisme, hein, qui est devenu depuis on va dire une quinzaine d'années le mode comment dire qui par sa popularité en fait est devenu une façon pour les villes de traiter de l'art urbain, mais qui va avoir une forte popularité, qui va leur apporter beaucoup. Oui, c'est plus facile à appréhender en fait une œuvre de muralisme, donc que certaines formes d'art urbain qui peuvent être un peu plus. Oui, que le graffiti par exemple, hein, évidemment. Les gens voient pas les choses de la même façon, et une œuvre avec un grand lapin et des arcs-en-ciel. C'est plus facile à appréhender qu'un lettrage qu'on n'arrive pas à lire. Donc il y a une forte popularité hein, des événements qui sont organisés en Bretagne. Là, on va parler plus largement de ceux qui ont existé. Par exemple, le projet 00 à Brest. Sur We Weekend, il y a eu quand même 20 000 visiteurs. Donc ça reste un art très populaire.
Pendant le Covid, on peut préciser. Et pendant le Covid, ouais. Dédale, par exemple, à Vannes, c'est 100 000 visiteurs en 3 ans. Teenage Kicks, nous on avait fait 21 000 visiteurs en 2 mois. Donc il y a quand même des chiffres de fréquentation qui sont assez importants, ce qui montre un engouement quand même du public pour ces formes artistiques là. Pourtant, il y a à côté de ça, depuis des années, bon, c'est en train d'évoluer, hein, mais il y a quand même un intérêt des institutions culturelles, des centres d'art qui est assez, comment dire, qui est encore difficile. Alors, on va pas faire de généralité parce que c'est pas vrai pour tout le monde. Je vois le volume à Verne-sur-Sèche, par exemple, a accueilli des artistes issus de l'art urbain comme les autres artistes, sans se poser la question d'où ils viennent. Depuis déjà quelques années. On a les ateliers d'Étienne à Pont-Scorff, par exemple, qui est un centre d'art qui s'intéresse à cette esthétique-là au milieu des autres esthétiques. Et c'est peut-être un petit peu dans cette idée-là que la diffusion de l'art urbain doit être regardée aussi. Et en fait, s'il existe une fédération des arts urbains et s'il y a des spécificités qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est pour qu'un jour peut-être elles disparaissent, puisque les artistes d'art urbain ont peut-être donc ces spécificités dont on vient de vous parler, mais ils ont aussi par ailleurs un travail d'atelier. Ils ont besoin aussi de diffuser leur travail pour se professionnaliser. Et même s'ils ont une autre corde à leur arc qui leur permet de se professionnaliser en peignant dans l'espace public, ça les empêche pas d'avoir ce travail personnel qu'ils ont envie de montrer dans le white cube. Alors c'est peut-être des fois un peu ambivalent, hein, tout ça, mais quand on est artiste, on va chercher tous les moyens de pouvoir montrer son travail. Ce qui est aussi intéressant, parce que, je pense que les entretiens ont laissé apparaître quelque chose de fort, qui est de dire que les personnes, les directeurs de structures, les programmateurs de structures qui acceptent finalement de faire entrer l'art urbain dans leur institution, ce sont beaucoup des personnes qui ont été familiarisées avec l'art urbain d'une manière ou d'une autre. Par exemple, pour citer le Musée des Beaux-Arts et Jean-Roch Bouillet, il a travaillé au MUSEM à Marseille, et c'est dans ce cadre-là qu'il a été familiarisé avec l'art urbain. Et c'est cette familiarité qui lui a permis, quand il s'est installé à Rennes, de regarder les différentes formes artistiques qui sont sur le territoire, mais également l'art urbain, et de faire appel à Teenage Kicks très rapidement pour pouvoir faire entrer cet art dans l'institution. Et il paraît que ce n'est pas sans difficulté avec le reste de son équipe, qui peut aussi voir dans la popularité qui est donc une force de l'art urbain, mais aussi quelque part une faiblesse, parce qu'il y a derrière la notion de popularité, la dimension de l'élitisme qui, pour le coup, disparaît et qui peut aussi laisser croire à quelque chose un petit peu trop populaire et donc peut-être un peu trop flatteur, et qui est-ce que donc la question se pose de comment est-ce qu'on arrive à vraiment légitimer cet art par une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de tout son spectre. Et on s'est posé la question un petit peu des relations des acteurs publics avec l'art urbain. Donc dans cette étude, on a interrogé un certain nombre d'acteurs d'institutions, directeurs des affaires culturelles, élus à la culture, et même architectes des bâtiments de France, pour essayer de faire un focus sur la façon aussi de... On a cherché à montrer historiquement dans chaque ville un petit peu. Alors, on n'a pas fait l'histoire, hein, parce que l'histoire à faire, c'est du boulot, n'est-ce pas, Nicolas? Là, ça demande du temps. Mais on a fait un focus sur chaque grande ville de Bretagne pour essayer de déterminer un petit peu comment les choses se sont construites. Et ça peut être très différent d'une ville à l'autre, hein. On a fait le tour sur 6 villes, Brest, Morlaix, Saint-Brieuc, Lorient, Vannes, Grandchamp et Rennes. Et on a des cas de figure très différents, puisqu'on peut avoir des villes qui ont une vraie histoire avec le graffiti, comme à Brest par exemple, à Rennes, et des villes aussi qui n'en avaient pas et qui sont elles aussi emparées de l'art urbain. Comme Vannes ou Saint-Malo, qui ont plutôt un historique architectural très différent. D'ailleurs, on peut dire que quand une ville a des friches industrielles importantes, un port ou quelque chose comme ça pousse aussi à la pratique du graffiti. Elle se développe énormément dans ces endroits-là. Et puis on s'est posé aussi la question de l'art urbain en milieu rural.
qui existe aussi parce que en fait l'art urbain est devenu tellement populaire que de toute façon, enfin sa présence en milieu rural ou pas, c'est pas vraiment la question. Peut-être que les choses sont arrivées aussi par les friches, hein, et l'envie chez les graffeurs, par exemple, d'investir les friches. Et des friches, on en trouve de moins en moins dans les grandes villes, mais de plus en plus dans les campagnes. Et il y a aussi tout cette mode un petit peu de l'urbex qui a amené les graffeurs à les peindre dans des lieux abandonnés, un peu loin de tout. Et l'envie de la population face à ce petit sentiment de faire de l'urbex des fois quand ils organisent des événements dans leur lieu. Et puis il y a cette histoire aussi de marketing territorial, hein, dans des petites villes où il y a très peu de public, de vie culturelle, organiser un événement avec en faisant faire des fresques d'art urbain dans la ville, ça peut aussi permettre de créer un nouvel intérêt pour la ville. Oui, alors, pour citer peut-être rapidement quand même les grands lieux d'art urbain en milieu rural, on a quand même Grandchamp, hein, donc avec la Villa Grégam, mais également à Rostronin, il va y avoir un centre d'art urbain, en fait, un d'art, mais sûrement art urbain, qui va s'appeler les Quatre Terres dans les anciens ateliers Brantôme. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des artistes qui, à l'origine, travaillaient, donc Street Art Sans Frontières, qui travaillaient au contact de la population, qui se sont rendus compte à quel point, en fait, cette population, notamment, eux, ils travaillaient surtout en Afrique, dans des régions un petit peu sinistrées, compliquées, où il était intéressant de pouvoir s'emparer collectivement de murs pour pouvoir un peu aussi faire des projets communs, se sont rendus compte que le sujet était le même en Bretagne, en milieu rural, à des endroits où il y avait peut-être un problème d'accès à l'art sur plein d'endroits, et donc ils se sont associés à la fourmi. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je pense, dans l'art urbain, c'est parfois cette volonté de ne pas faire l'un contre l'autre, mais vraiment faire ensemble. Et donc là, associé à la fourmi, pour réussir à avoir un peu une force de frappe dans ce centre Bretagne qui touche à peu près tous les départements. Et il y a également à Saint-Aubin-du-Pavail le festival Pavart, mais aussi des festivals qui vont en fait au fur et à mesure prendre de l'essor dans les communes adjacentes, et notamment à Morlaix. D'abord, le MX Art Tour était centré sur Morlaix, et au fur et à mesure, toutes les communes alentours ont voulu leur œuvre d'art urbain. Et c'est aussi intéressant de voir que ça vient des communes et des gens. Donc, je pense qu'on est sur une dynamique, encore une fois, qui est populaire et qui est sollicitée par la population. Et d'ailleurs, on le voit, pour le coup revenir sur l'art urbain en général, par la sollicitation des projets d'art urbain dans les budgets participatifs. C'est très fort, et je pense que c'est l'un des leviers de légitimité de cet art, c'est qu'à un moment donné, même s'il n'est pas forcément porté d'emblée spontanément par l'institution, il va être réclamé en fait par le public. Tout à fait. Et dans les relations qu'il y a pu y avoir entre les institutions et l'art urbain, il y a cette bascule qui s'est opérée peut-être à travers le muralisme d'ailleurs, hein, et la création des parcours de visite par les offices de tourisme. Par exemple, à Rennes, les visites d'art urbain existent depuis 2012 et elles sont très populaires. À Saint-Brieuc, par exemple, le plan de la ville, le plan des œuvres de la ville, c'est un des plans qui parle le plus à l'Office du tourisme. Et puis il y a aussi une logique de marketing territorial, hein, avec ça permet d'avoir la diffusion d'une ville un petit peu plus dynamique, notamment pour des villes qui n'ont pas un fort intérêt patrimonial. Alors, on va devoir bientôt clôturer, mais ce qu'on a trouvé super intéressant aussi, je trouve, c'est le croisement en fait des différents services qui, oui, en effet, marketing territorial, mais c'est aussi le fait que tout d'un coup, à l'origine, alors moi, je me suis délectée d'une histoire de l'art urbain que connaissait Mathias, liée aux politiques publiques. Non, c'est vrai, hein, c'était très intéressant. Et on a pu faire l'exercice dans différentes villes. Donc à Rennes, j'ai eu en effet l'histoire, d'ailleurs collective, hein, qui a été présentée, et où on s'est rendu compte qu'à l'origine, c'est plutôt une question qui a été posée par les services de propreté, puis ensuite par les services jeunesse, ensuite par les services culturels, et aujourd'hui aussi par les services de l'aménagement.
parce que notamment c'est une manière d'occuper quelque part les friches, mais aussi de valoriser aussi un patrimoine industriel, et également parfois d'occuper des friches en faisant venir des artistes, et donc quelque part aussi de pallier à un manque sur la possibilité d'avoir des ateliers en milieu urbain. Et puis il faut se dire que l'art urbain, visuellement, ça prend tout de suite de la place, hein, parce que des ateliers d'artistes fermés, l'atelier c'est quelque chose de fermé, on rentre pas dans l'atelier de l'artiste. Quand ton atelier c'est la rue, c'est un atelier public, donc évidemment, très vite ça se voit que les artistes sont là, quoi. Nous on est dans un lieu qui s'appelle les Halles en commun, dont les barrières ont été ouvertes au mois de juillet. 6 mois après, il n'y a plus de place pour peindre, quoi. Donc pour clôturer, mais en fait c'est presque le début d'une nouvelle aventure, parce que dans nos préconisations, on vous en a cité plusieurs au cours de notre présentation. On vous invite bien évidemment à lire l'étude qui sera sur notamment le site de la Fédération des Arts Urbains, et il y a quelques exemplaires disponibles, et il y a aussi la possibilité de l'emprunter pour ceux qui n'ont pas notamment accès à Internet, hein. On pense à l'inclusivité jusqu'au bout. Et également, je pense qu'il y a une des préconisations qu'on va réaliser aujourd'hui, c'était de faire des tables rondes qui permettent de faire se rencontrer les différents artistes et acteurs. Artistes à la fois du milieu de l'art urbain, acteurs que ce soit de la diffusion de la diffusion, comme on disait, par les artistes eux-mêmes, et donc de la diffusion par les structures qui sont spécialisées dans l'art urbain, mais aussi par d'autres structures, et également la rencontre avec les ABF, et avec les collectivités publiques, et notamment des collectivités publiques qui se posent autrement la question de l'art urbain, et notamment par la possibilité de créer des commissariats autour de l'art urbain pour leur ville. Et donc c'est aussi une autre manière tout d'un coup de penser ce sujet.